Voilà, on va s'arrêter là pour les questions. Quand j'ai ouvert Telegram, j'avais dit que je reviendrai dans quelques mois pour poster la suite des vidéos de questions-réponses. Voilà qui est fait, même si je n'ai pas tout publié sur YouTube, puisque les autres seront publiés sur Telegram. J'avais dit que ce serait pour le mois d'août. On a un peu débordé sur le mois de septembre. Déjà parce que j'ai commencé à poster véritablement à la mi-août et je n'avais pas encore fait le montage de cette vidéo-ci. Et comme je suis souvent obligé de faire plusieurs choses en même temps, je ne réussis pas toujours à faire les choses au moment où je les avais programmées parce que j'ai un emploi du temps très chargé. Donc c'était la dernière vidéo. Je ne sais pas si un jour je reviendrai ponctuellement pour une raison ou pour une autre. C'est Dieu qui décidera. Avant de finir, un mot sur la vidéo Initiation au plagiat, le cri de Diogène. Vous avez été nombreux à commenter cette vidéo et je vous invite, quand vous aurez un moment, à lire les commentaires, tous les commentaires qui sont sous cette vidéo. Environ 80% des gens qui ont commenté ont condamné sans ambiguïté cet acte. Mais environ 20% ont cautionné, justifié, minimisé, voire même encouragé cet acte. Il faut préciser que ces personnes n'étaient pas tous neutres. C'est très important d'en être conscient, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de lire ces commentaires et de voir les arguments des uns et des autres, parce que c'est exactement ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait cette dualité qui apparaisse sous cette vidéo. Une fois, je vous avais dit quelque chose, certains d'entre vous s'en souviendront. Je vous avais parlé du Mvet. Et je vous avais dit que dans le Mvet, le récit sacré du peuple Ekan, il y a deux peuples africains qui sont en confrontation. Il y a le peuple d'Ingon qui possède l'immortalité et eux, ils sont intransigeants en ce qui concerne les valeurs. Ils sont allés jusqu'à ériger un pont infranchissable pour protéger ce qu'ils considèrent comme sacré. Et il y a le peuple d'Okui qui, eux, sont moins regardants sur les principes. Certes, il y a parmi eux des hommes de valeur, mais globalement, ils considèrent que l'on peut agir avec fourberie pour parvenir à ses fins. Ils ont une mentalité assez proche de celle des Occidentaux et contrairement au peuple d'Ingon, eux n'ont pas l'immortalité. Ce sont des mortels. Le Mvet ne se trompe pas. Il y a bien deux Afriques. Il y a bien deux peuples africains. Deux types d'Africains. Il y a des Africains qui sont attachés aux valeurs morales et qui les défendront toujours. Et il y a des Africains qui considèrent que les principes, ce n'est pas si important que ça. Lisez ces commentaires quand vous aurez un moment et vous verrez qu'il y a bien deux types d'Africains. C'est ce que nous enseigne le Mvet. L'Afrique devra se libérer de l'Occident, mais elle devra aussi se libérer d'une partie d'elle-même, car une partie de l'Afrique est corrompue et en réalité n'est pas l'Afrique. Je vous demande une fois encore de lire ces commentaires et en fonction des arguments des uns et des autres, déterminer quel genre de personne vous, personnellement, vous voulez être, quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à vos enfants et quelle Afrique vous voulez pour demain. J'ai lu que certains d'entre vous attendaient une réponse de leur part sur leur chaîne et se demandaient pourquoi est-ce qu'ils n'en parlaient pas, pourquoi est-ce qu'ils ne répondaient pas à cette vidéo. Mais est-ce que c'est dans leur intérêt d'en parler? Ma chaîne n'a que 12 000 abonnés.
eux en ont 7 fois plus. Ça veut dire que l'écrasante majorité de leurs abonnés ne sont pas du tout au courant de cette histoire. Donc pourquoi les informer? En parler, c'est les inciter à venir regarder cette vidéo de plagiat, ce qui risquerait d'avoir un impact désastreux. Donc le mieux, c'est que cette histoire ne fasse pas trop de bruit. Mais pour moi, ce n'est pas ça qui est important. J'ai dit une fois, peut-être que certains d'entre vous s'en souviennent, j'ai dit que quand je parle de quelque chose sur cette chaîne, ce n'est pas parce que ça m'affecte. C'est parce que je pense que ça peut avoir un effet pédagogique. Parce que pour moi, la vie est un apprentissage. Cette vidéo, initiation au plagiat, n'est pas sortie comme ça subitement sur un coup de tête. C'est l'aboutissement de plusieurs mois de mise en garde, des mises en garde sur lesquelles j'ai toujours veillé à ce que leur chaîne ne soit pas supprimée. Mais des mises en garde qu'ils ont toujours ignorées. Parce que malheureusement, il y a des gens qui prennent votre patience pour de la faiblesse et qui vous envoient même des messages pour que vous compreniez qu'ils vont continuer à vous plagier, que vous le vouliez ou pas. Et effectivement, quelque temps après, au début du mois d'août, je découvre sur leur chaîne une nouvelle vidéo de plagiat. Et là, j'avais plusieurs options sur la table. J'ai choisi la plus clémente pour eux et la plus pédagogique pour ceux qui sont sur cette chaîne. Tout ce que nous vivons au quotidien ou tout ce dont nous sommes témoins est pour nous l'occasion d'apprendre quelque chose et de nous élever. Quand on lit les commentaires sous cette vidéo, quelles sont les leçons que l'on peut en tirer? La première chose qui ressort, c'est l'ignorance de certains Africains. Tous ces Africains qui sont venus en commentaire défendre ou excuser le plagiat, est-ce qu'ils ont la moindre idée de ce qu'ils sont en train de défendre? Première leçon, ne jamais défendre ce qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous savez vraiment ce qu'est le plagiat? Quand on veut comprendre un terme et son champ d'application, on cherche d'abord son étymologie, c'est-à-dire son sens premier, son sens originel. D'où vient le mot plagiat? Écoutez la réponse. Alors moi je ne suis pas très jury popu, je ne jette ni la pierre ni l'opprobre, mais voilà que, énorme coïncidence, je me suis brutalement demandé quelle était l'origine du mot plagiat. C'est marrant, comme la vie est dégoulinante de hasard. Le mot plagiat, donc à la demande générale, eh bien au début il y avait chez les Romains antiques le terme plagiarius, qui a donné en français le plagiaire. Et le plagiarius, c'est un homme qui commet le plagium, un délit qui n'est plus très pratiqué de nos jours. Il consiste à s'adonner au détournement d'esclaves, c'est-à-dire que le plagiarius subtilise les esclaves de ses voisins pour les vendre. On est donc pile dedans. Le plagiaire s'enrichit obliquement en s'appropriant le bien d'autrui. D'accord. Bref, j'ai été ravie de découvrir que le plagiaire faisait commerce des esclaves, parce que je me sens concernée, Jérôme, en ma qualité d'esclave de votre caporalisme, de votre charisme. Mais... Un mot donc sur l'origine du mot esclave, qui est encore une fois à hurler de rire. Alors si je vous parle d'esclave, vous vous figurez peut-être un homme assez jeune, gaulé comme une bête, sein d'un petit pagne duquel jaillissent 2 avantageuses chutes de reins. Et dans l'image que fabrique votre cerveau, cet homme a peut-être la peau noire. Et c'est vrai que les esclaves ont été arrachés à la terre africaine par dizaines de millions et qu'on a parlé de négriers, de traite négrière, etc. Bref, les esclaves sont assez noirs dans l'imaginaire collectif et pourtant, le mot esclave lui-même vient du latin médiéval sclavus, qui signifie slave. Donc littéralement, un esclave est plutôt un gaillard aux yeux bleus, aux pommettes prononcées et à la peau blanc vif. Mais comment est-ce possible? Eh ben, ça vient du fait qu'au début du Moyen-Âge, les gros germains et les souples byzantins ratissaient les Balkans pour transformer tout ce qui bougeait en main-d'œuvre gratis. On pratiquait donc la traite des slaves qu'on allait vendre sur les petits marchés bio, parfois de façon fraudulatoire quand on agissait en plagiaire. Alors si on récapitule... Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plagieur? Un plagieur, c'est un esclavagiste. Plagiat est un mot latin qui désignait dans la Rome antique ceux qui faisaient le trafic des esclaves en dehors du cadre de la loi.
la Rome antique était esclavagiste. Il y avait énormément d'esclaves à Rome. Et la loi romaine réglementait le commerce des esclaves. Mais il y avait des gens qui volaient les esclaves des autres pour les revendre et ainsi se faire de l'argent. D'autres encore kidnappaient des hommes, des femmes et des enfants libres, donc des gens qui, selon la loi romaine, ne devaient pas être esclavagisés et ils les vendaient comme esclaves. Ces gens étaient appelés plagieurs. Ce sont des gens qui faisaient le commerce des esclaves sans tenir compte de la législation romaine en la matière. Donc, un plagieur, c'est un esclavagiste, quelqu'un qui pratiquait l'esclavage illégal. Le sens que nous donnons aujourd'hui au terme plagiat, c'est le sens figuré, puisque au fil des siècles, ce terme a pris un sens beaucoup plus large, celui de l'appropriation de l'œuvre de quelqu'un d'autre. Mais le véritable sens, le sens originel, c'est voleur d'hommes, c'est-à-dire voleur d'esclaves ou tout simplement esclavagiste. Donc, quand quelqu'un fait une vidéo avec pour titre « J'encourage le plagiat », est-ce qu'il sait même ce qu'il est en train de dire? J'imagine des Occidentaux, des Blancs cultivés, instruits, qui connaissent le sens des mots, tomber sur la vidéo d'un Noir en train de dire « J'encourage le plagiat, c'est un art ». Certains doivent bien se marrer, parce qu'ils ont sous les yeux une démonstration d'ignorance. Parce que c'est jubilatoire pour un érudit raciste de voir des Noirs affirmer haut et fort « J'encourage le plagiat ». Parce que quand on dit « J'encourage le plagiat », on dit en réalité « J'encourage l'esclavage ». Parce que le plagiat, c'est de l'esclavagisme. Voilà pourquoi je parle d'ignorance. Parce qu'on dit quelque chose, mais on ne sait même pas ce qu'on dit. Mais il y a des gens qui sont instruits et qui, eux, ont bien compris ce que vous avez dit. Première leçon. Ne jamais défendre un concept qu'on ne comprend pas. Ne jamais défendre ce qu'on ne connaît pas. Quelle honte pour nous, quand on lit ces commentaires, de voir des Africains qui se plaignent que leurs ancêtres ont été esclavagisés, défendre le plagiat, sans même savoir que le plagiat, c'est de l'esclavagisme. Quelle honte d'assister à une telle manifestation publique d'ignorance du peuple africain. Il faut suivre les bons exemples. Notre professeur, Cheikh Anta Diop, nous a donné l'exemple. Écoutez ce qu'il nous dit. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. Et aucune paresse ne pourra nous dispenser de cet effort. Il faudra absolument acquérir la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obenga, et arrachez votre patrimoine culturel. Alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistants. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. À présent, nous allons nous attarder sur la deuxième leçon, avec le sens plus large qu'a pris le terme plagiat, c'est-à-dire voleur. On comprend pourquoi le mal ne disparaît pas. Le plagiat est considéré comme un vol dans les sociétés d'aujourd'hui et c'était aussi le cas dans le passé. Les Grecs ont plagié les Égyptiens. Beaucoup d'entre eux se sont attribués le mérite d'avoir découvert des choses qu'ils avaient en vérité apprises en Égypte et copiées aux Égyptiens. Un plagieur est considéré comme un voleur. Quand on est face à un voleur, on peut adopter deux types de comportements. Soit on lui fait comprendre que ce qu'il fait n'est pas bien et on l'encourage à arrêter, soit on l'incite à continuer
comme l'ont fait certains dans ces commentaires. Si tout le monde s'entend pour condamner sans condition un acte de malhonnêteté, l'acte va cesser. Mais s'il y a des voix qui s'élèvent pour justifier l'acte ou le minimiser, l'acte va continuer. Parce qu'en justifiant un acte mauvais, on lui donne de la légitimité. De même que les Blancs ont légitimé la colonisation et l'esclavage. Qu'est-ce que la colonisation en vérité? C'est un vol. C'est un vol à grande échelle. Un peuple s'arroge le droit d'envahir un pays et de s'approprier les richesses de ce pays. C'est un vol, tout comme le plagiat. Certes, ce n'est pas la même échelle, mais l'acte est le même. Et de même que certains justifient ce vol qu'est le plagiat, d'autres justifient le vol qu'est la colonisation. Il est vrai que pendant longtemps, l'humanité a admis, et je crois qu'elle avait parfaitement raison, l'humanité a admis que pour ouvrir à la civilisation, des populations qui en étaient écartées par les obstacles de la nature ou par leur propre caractère, il était nécessaire qu'il y eût pénétration de la part de l'Europe occidentale, malgré quelques fâcheuses péripéties. Où en serait aujourd'hui l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Océanie, une grande partie de l'Asie, si les explorateurs, les colons, les soldats, les missionnaires, les ingénieurs, les médecins de l'Occident n'y étaient pas venus en apportant les idées, l'action, l'organisation, la technique occidentale. Oui, ces pays furent conquis, révélés et éveillés. Alors maintenant, cela est acquis. Le bien n'a pas besoin de justification, parce que le bien est le bien. C'est le mal qui a besoin d'arguments pour se justifier, et avec une bonne rhétorique, on peut légitimer les pires abominations. Nous devons être des défenseurs du bien et non des défenseurs de ce qui est mal. Si tout le monde se mettait d'accord pour condamner unanimement un acte de malhonnêteté, de vol, de duperie, d'escroquerie, toutes ces choses détestables diminueraient considérablement et la vie serait bien différente. Mais tant qu'il y aura des gens pour défendre ce qui est mal, ça continuera toujours. C'est comme un feu de cheminée que l'on alimente en permanence pour qu'il ne s'éteigne pas. Et ça, c'est l'œuvre de quelques humains. Les Blancs ont justifié l'esclavage. Ils ont justifié la colonisation. Et aujourd'hui, ils justifient toujours le pillage de l'Afrique à travers le franc CFA, les bases militaires et autres. Mais si nous ne sommes pas différents d'eux, si nous ne sommes pas capables de condamner un acte de fraude, quelle est notre valeur en tant qu'Africains? En quoi sommes-nous meilleurs qu'eux? Les Blancs se sont enrichis en volant l'Afrique. Et ils donnent des arguments pour se justifier. Mais si nous aussi, nous avançons des arguments pour justifier un vol, qu'est-ce qui nous donne le droit de reprocher aux Blancs de justifier leur vol à eux? Puisqu'on fait exactement la même chose. N'est-ce pas précisément cela que l'on appelle hypocrisie? Le fait de reprocher aux autres ce que l'on fait soi-même, révélant ainsi que l'on ne vaut pas mieux qu'eux? Quelle est notre valeur en tant qu'Africains, si notre mentalité ne se distingue plus de la mentalité de ceux qui nous oppriment depuis toujours? Je vais faire quelque chose que je ne fais pas habituellement. Je vais citer la Bible
sous l'angle moral. Parce que, en définitive, c'est la sagesse des anciens qui est ici reproduite. Isaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient le coupable pour un présent et enlèvent aux innocents leurs droits. Comment fait-on pour appeler le mal bien, pour faire passer le mal pour le bien? En réussissant à convaincre les gens qu'un acte mauvais se justifie, qu'un acte mauvais peut être quelque chose de bien. Et pourquoi c'est terrible de faire ça? Parce qu'on pervertit l'esprit des gens. On les pervertit parce que du coup, ils ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Parce qu'on a réussi à les convaincre que faire le mal peut être une bonne chose. Voilà comment des gens qui étaient bien, qui étaient innocents à l'origine, se trouvent d'un coup sur le chemin de la perdition. Il y a quelques mois, quelque chose s'est passé en Californie. Le maire de la ville d'Antioche a fait l'objet de SMS racistes. Et ces SMS venaient de policiers. Beaucoup de gens ont été scandalisés et ont condamné l'acte de ces policiers. Mais il y a aussi des gens qui sont venus prendre leur défense, qui sont venus minimiser ce qu'ils ont fait, des gens comme cet homme. I personally believe that we're in the midst of a positive culture change with our previous two police chiefs, and that our present police chief, Dr. Ford, is another positive addition to making this happen. If you keep changing people, keep making excuses of a poor job you, our city council, are doing. All right, settle down, everybody, settle down. But that is a dog whistle racism. An apologist for what's absolutely wrong in this city. That is, you want to go outside right now? Let's go. I am sick and tired of being attacked by these people in this community, apologizing for the racism that is going on in this community. You're the problem. You're the problem. Listen. Why don't you call me the guys you are supporting? Recess. Can we get a recess? You get a recess? Listen, we need to take a recess. We're gonna take a recess, everyone. Can we make sure everybody calm down? We're on Everybody needs to recess. sit down, calm down. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu des gens qui ont condamné cet acte raciste. Mais il y a eu aussi des gens qui sont venus prendre la défense de ceux qui ont fait ça. Et c'est pour ça que le maire lui dit, ces mots en français sont « Vous êtes un apologiste de ce qui est mal ». Un apologiste, c'est quelqu'un qui prend la défense. Donc il y a des gens qui sont des défenseurs de ce qui est mal. Et il lui dit, c'est vous le problème. Parce que tant qu'il y aura des gens qui viendront excuser ce type de comportement continuera. Si tout le monde était unanime à condamner un acte mauvais sans ambiguïté, pas dans le but de détruire la personne qui a fait ça, mais pour que tout le monde comprenne que ce type de comportement n'est pas tolérable, la personne qui a fait ça prendrait conscience qu'elle doit arrêter parce qu'elle verrait qu'elle n'a pas de supporters. Mais si certains viennent l'excuser, voire l'encourager, alors que lui-même d'ailleurs ne s'excuse pas, eh bien il va continuer parce qu'il verra qu'il a des supporters. Il va juste se dire qu'il faudra qu'il soit un peu plus prudent la prochaine fois, mais l'acte va continuer. Nous avons tous vu
ce qui s'est passé en France. Un jeune garçon de 17 ans, du nom de Naël, a été abattu par un policier. Arthur Rimbaud écrivait dans un de ses poèmes « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans ». La mort de ce jeune n'était pas une fatalité, il a été tué. Et ce n'est pas un cas unique. Régulièrement, depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, des Noirs et des Arabes se font tabasser ou tuer par des Blancs, et c'était encore pire pendant la colonisation. Pourquoi ça continue? Parce qu'il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours quelque chose qui justifie qu'un Noir ou un Arabe se fasse tuer. Dans le cas de Naël, une cagnotte a été ouverte en faveur du policier et en quelques jours, cette cagnotte a réuni une somme de plus de 1,5 million d'euros. Il y a environ 100 000 Français qui sont venus apporter leur soutien à ce policier dont le fait d'arme a été de tuer un adolescent de 17 ans qui était totalement inoffensif. Dans ces conditions, comment voulez-vous que ces crimes cessent lorsqu'il y a autant de gens qui viennent prendre la défense de ceux qui les commettent? Il y a dans ce monde des apologistes de ce qui est mal, et c'est de cette façon que le mal est alimenté et continue sa course. Il faut vraiment entendre ça. Le mal perdure parce que le mal a des défenseurs. Ce que je veux, ce n'est pas que quelqu'un qui a commis une faute soit mis au pilori. Nous sommes tous susceptibles à un moment donné de commettre des fautes, moi y compris. Ce que je veux, c'est que nous soyons une communauté où l'on s'encourage mutuellement à la vertu et pas une communauté où des gens encouragent la malhonnêteté. Car le but, c'est notre élévation morale et spirituelle. Quand un acte de fraude est avéré, il doit être condamné sans condition. Et je dis bien avéré, parce qu'on voit aussi l'autre versant. Il y a des gens dans notre communauté qui ont été accusés d'être des escrocs. Mais quand on se penche sur l'affaire en question, avec objectivité, on a parfois constaté qu'il n'y avait pas d'escroquerie, que la personne était en fait victime de calomnie de la part de quelqu'un qui essaye de monter d'autres personnes contre lui. Il y a aussi cet aspect dans cette communauté. Mais quand c'est avéré, ça doit être condamné. Qu'il y ait sur cette terre des défenseurs de ce qui est mal, c'est tout à fait normal. Je vous ai dit quelque chose dans une vidéo. La vidéo sur les observateurs. Certains d'entre vous s'en souviennent peut-être. J'ai dit que parmi nous, il y a des gens qui sont morts et qui sont uniquement là pour corrompre ceux qui sont encore vivants. C'est leur mission. Ce sont des infiltrés. Les morts ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les vivants. Ceux qui sont susceptibles d'être influencés par ce type d'individu et donc de basculer du mauvais côté. Je ne veux pas autre chose que le salut et le bonheur des Africains. Voilà pourquoi je vous dis, choisissez toujours la droiture, l'honnêteté, l'intégrité. Il fut une époque en Afrique où le mal n'existait quasiment pas. Dans la série de vidéos sur la traite négrière, je vous ai montré des écrits d'explorateurs européens qui constataient que les Africains étaient très différents des Européens. Que parmi eux, il n'y avait quasiment pas de crimes, pas de vols, pas de trahison, rien de ce qui caractérisait l'Europe à la même époque. Il disait également qu'en Afrique, il n'y avait pas de mendiants. Personne ne dormait dans la rue.
et il n'y avait pas d'hôtel ou d'auberge parce que tout étranger qui arrivait dans un village était logé par les habitants. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, un étranger pouvait frapper à une porte et il était nourri et logé, et cela gratuitement. Mais on peut se poser une question. Comment se fait-il que les Africains n'avaient pas peur de prendre chez eux un parfait inconnu, surtout en pleine nuit? Aujourd'hui, surtout si vous êtes en ville, si un inconnu tape à votre porte au milieu de la nuit, vous n'allez pas forcément accepter de l'héberger. Pas parce que vous n'êtes pas généreux, mais parce que vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Il peut avoir des troubles psychiatriques, ce peut être un criminel qui va vous violenter pendant la nuit, ou c'est pour vous cambrioler. Il y a tellement de drames au quotidien que les gens aujourd'hui privilégient la prudence. Et pourtant, dans les siècles passés, les Africains n'avaient pas peur d'ouvrir leurs portes à de parfaits inconnus, chose impossible en Europe à la même époque. La criminalité était telle en Europe que la nuit les gens se barricadaient chez eux. Il y avait le chevalier du guet qui faisait des rondes la nuit en criant « Dormez bonnes gens, tout va bien ». Tellement les gens avaient peur la nuit. Mais en Afrique, n'importe quel étranger était accueilli, y compris en pleine nuit. Pourquoi les Africains n'avaient-ils pas peur? Parce que les Africains de l'époque étaient unis par des valeurs communes. Il y a des choses qui ne se faisaient pas chez nous. Et donc on était certain que tout Africain portait ces valeurs. C'est pour ça que même un Africain que l'on ne connaissait pas, que l'on n'avait jamais vu, on savait que l'on pouvait en toute sécurité lui ouvrir la porte de notre maison. Qu'il n'y avait aucun risque pour notre femme, pour nos enfants ou pour nos biens, parce que les Africains étaient unis par des valeurs communes. Et ces valeurs partagées faisaient qu'il y avait entre eux un pacte de confiance. Quand on est dans un environnement où les gens privilégient toujours l'honnêteté, la droiture, la vertu, naturellement les gens se font confiance. Et quand il y a de la confiance, il y a du partage et de l'entraide. Comme les Africains étaient attachés aux mêmes valeurs, ils savaient qu'ils pouvaient se faire confiance. C'est ce pacte de confiance que nous devons retrouver, que nous devons restaurer au sein de notre communauté. Parce que si tout le monde fait sa part, tout le monde en profitera. Imaginez un peu combien ce serait merveilleux. Il y aurait toujours entre nous de l'entraide et pas de l'égoïsme ou de la trahison. Et on poserait ensemble les bases d'une Afrique nouvelle. Une Afrique où tout le monde se fait confiance parce que tout le monde est uni par les mêmes valeurs. Des valeurs qui ne sont pas autre chose que les valeurs fondamentales de notre peuple. La justice, l'honnêteté, l'hospitalité, le respect du sacré, la protection de la nature, l'amour des uns des autres. Une Afrique intègre, c'est une Afrique puissante. Si tous les Africains prennent la ferme décision d'être intègres, justes et de ne jamais cautionner, défendre, minimiser les mauvais comportements, la confiance entre eux va grandir et cette confiance va créer l'unité et l'unité, c'est la puissance. La corruption morale affaiblit notre peuple. La corruption est un cheval de Troie qui a toujours permis à nos ennemis de prendre l'avantage sur nous. La corruption de certains Africains a aidé les Blancs pendant la traite négrière. La corruption de certains Africains a aidé les Blancs pendant la colonisation. La corruption de certains Africains a aidé les Blancs à tuer nos illustres héros. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Oumniobé et tant d'autres ont été tués avec la complicité de certains Africains qui étaient corrompus. Et on le voit encore aujourd'hui, par exemple au Niger, où des Africains se disent prêts à faire la guerre à d'autres Africains pour maintenir les intérêts de la France et des autres puissances occidentales en Afrique.
la corruption de certains Africains nous met tous en danger. Cette corruption nous rend tous vulnérables. Le combat pour la libération de notre continent passe aussi par le combat contre la corruption morale. Tant que nous n'aurons pas pris la ferme décision d'être des femmes et des hommes intègres, incorruptibles, nous resterons à la merci de ceux qui, depuis des siècles, font tout pour nous maintenir en esclavage. Je ne veux pas autre chose que le salut et le bonheur du peuple africain. Les morts ne m'intéressent pas. Leur jour arrive. Ce qui m'intéresse, c'est que toi qui m'écoutes, tu comprennes l'importance de choisir la voie de la justice et de ne jamais te laisser influencer par ceux qui sont déjà perdus. Et je suis convaincu d'une chose. Quand nous serons unis, comme le chantait Tikenja Fakoli, et vous avez compris que je parle de la vraie unité, pas l'unité hypocrite, parce qu'il n'y a pas d'unité dans un peuple quand certains escroquent d'autres. Je parle de la vraie unité, celle que nos ancêtres ont connue il fut un temps, avant que les Blancs ne mettent les pieds sur notre continent, lorsqu'ils se faisaient confiance, parce qu'ils étaient unis par des valeurs communes. Quand nous aurons retrouvé cette unité, nous serons invincibles. Aucune force, sur terre ou dans le ciel, ne pourra nous atteindre, car nous sommes l'humanité primordiale, et nous avons été choisis dès le commencement pour être ceux qui apportent la lumière en ce monde. Et c'est à nous de nous lever et de défendre fermement ce qui est juste. Nous qui vivons en cette époque unique, cette époque où le monde est en train de basculer, cette époque portée par l'ère du Verseau, nous avons une responsabilité devant Dieu et devant l'histoire, celle de faire notre part pour construire une Afrique forte, une Afrique régénérée, une Afrique qui apportera la paix et le bonheur à l'humanité entière. Je vous souhaite à toutes et à tous de nombreuses bénédictions.